Un sujet qui vous tient à cœur depuis plusieurs années, c'est celui des mobilités. Et bon, notamment avec le bus. Alors, il y a eu des évolutions sur le réseau de bus avec de nouvelles communes qui ont été desservies. Et c'est quoi l'avenir dans ce domaine-là? Vous savez, en termes de mobilité, il y a plusieurs échelles. Moi, ce qui m'importait ici en tant que maire de Plouermel, c'était effectivement d'avoir des mobilités pour permettre aux Plouermelais de pouvoir se rendre dans des espaces plus étendus, d'aller sur Rennes pour prendre le train, d'aller sur Vannes pour avoir d'autres approches. Et ça, c'était important. Et à l'époque, les dessertes routières, puisque c'était par car, se faisaient dans des conditions qui n'étaient pas toujours facilitées. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un renouveau dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, j'ai souhaité et on a installé un pôle d'échange multimodal qui voit le jour juste à côté du futur lycée et qui est une super gare routière. Alors ça, c'est une chose à l'échelle, je dirais, de transfert régional ou intra-départemental. Il y a aussi, bien entendu, la mobilité à l'échelle de l'intercommunalité. Pour moi, c'était un sujet majeur, et d'ailleurs, ça faisait partie, je dirais, des gènes de l'intercommunalité, ça fait partie des statuts. La mobilité était un des thèmes forts, comme on l'a fait avec la proximité également. Mais cette mobilité, on l'a exprimée avec une expérimentation sur une ligne de bus vers Moron, tel qu'on l'a fait, le Rivebus, qui était un projet un petit peu ambitieux, parce que très difficile financièrement à pouvoir pourvoir. Et bon, ce projet ambitieux s'est révélé au bout de 3 ans quelque chose comme une idée qui est opportune, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait l'enlever. D'ailleurs, l'intercommunalité, le conseil communautaire a dernièrement validé le principe de son extension. Donc aujourd'hui, il y aura de la mobilité sur l'ensemble de l'intercommunalité pour desservir les 30 communes entre elles. Quand je dis entre elles, il y a bien entendu un schéma à avoir un peu dans ce cadre-là. Et ça se fait avec des lignes de desserte normales. Il y aura 3 dispositifs, il y aura 2 lignes régulières qui iront soit dans l'axe nord, soit dans l'axe ouest, et également ce qu'on appelle un transport à la demande. C'est-à-dire que dans le transport à la demande, il y aura la perspective pour les gens résidant dans des territoires, même dans les villages, de pouvoir avoir une réponse pour aller les chercher et pour pouvoir les amener ici et là vers un axe routier, un axe de desserte rive, et qui leur permettra d'utiliser le service et d'avoir une mobilité, une perspective dans ce cadre-là. Quelle échéance? À la rentrée 2022, on met la 2e ligne et le transport à la demande en place. C'est à peu près ça, septembre 2022. Alors, puisqu'on est dans les mobilités, c'est un sujet aussi qu'on aborde souvent dans le cadre de la transition écologique. Transition écologique, c'est un mot qui est parfois un peu compliqué à appréhender pour le grand public. On a le fameux plan air, énergie, climat, et tout ça, ça paraît souvent un peu complexe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire qui soit compréhensible pour le commun des mortels? Alors c'est vrai que c'est un vilain mot, le PCAET, le plan climat, air, énergie territorial, mais dedans il y a tout, mais aussi territoire. Parce qu'effectivement, la transition écologique, elle est à considérer à l'échelle, je dirais, internationale, à l'échelle humanitaire. C'est vrai. Bon, nous, notre pierre à l'édifice, c'est simplement d'écrire qu'est-ce qu'on peut faire localement sur notre territoire pour pouvoir contribuer à ce dispositif, pour pouvoir contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, contre la perte de la biodiversité, contre divers éléments de ce genre qui ne sont pas sans incidence. Et on le voit d'ailleurs assez périodiquement sur les phénomènes climatiques qui sont aujourd'hui aggravés par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a encore quelques petites années. Alors ce fameux PCAET, c'est la déclinaison de tout ce qui est en transition possible. Mais d'ailleurs, quand on parle d'écologie aujourd'hui, on m'interroge d'ailleurs en me disant « mais c'est où l'écologie là-dedans » L'écologie, à la limite, j'ai presque tendance à dire, on n'en parle même plus,
tellement c'est devenu absolument incontournable et naturel dans toutes nos politiques. Aujourd'hui, on doit imaginer, on ne doit pas faire des choses sans imaginer travailler autrement par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Quand on fait de l'habitat, on prend en compte, bien entendu, tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est considération en termes de bonne prise en compte des matières premières, des éléments de ce genre. Quand on fait de la mobilité, on prend en compte également tout ce qui est véhicule à mobilité propre aujourd'hui, que ce soit, je dirais, à la ville de Plouermel ou à l'intercommunalité, on se dote de véhicules avec soit du GNV, on a une station de gaz naturel qui est ici aujourd'hui opérationnelle sur le site de Plouermel et qui fonctionne avec Cargreen. Et on a aussi, bien entendu, on va pourvoir ici et là des postes de ravitaillement en termes de véhicules électriques. Et on se dote de véhicules électriques. Ici, à la ville de Plouermel, les quelques véhicules de service nécessaires, quand on les renouvelle, c'est du véhicule électrique, ou alors des véhicules hybrides ou de ce genre. Ça fait partie de ces choses. Alors, pour moi, je dirais la transition écologique, c'est aussi travailler sur l'habitat. On a un plan local d'habitat au titre de l'intercommunalité qui travaille sur la réhabilitation de l'habitat. C'est important parce que ça voudra dire qu'on va réhabiliter, privilégier la réhabilitation des habitats existants. Ça évite d'aller grignoter des terres supplémentaires. Et aujourd'hui, les différentes lois, que ce soit loi climat et résilience, qui est sortie dernièrement, ou bien entendu les précédentes lois Allure et Grenelle, nous incitent fortement à une diminution de la consommation des espaces naturels, des espaces agricoles, et tout ça, ça y contribue très largement dans ce cadre-là. On a aussi des politiques au titre de l'eau, bien entendu, assez incitatives. On a des partenaires pour cela, mais pour nous c'est important. Il s'agit de préserver la qualité, mais aussi la quantité d'eau. Tout ça c'est important. Et donc travailler sur des problématiques associées en termes d'écoulement, en termes de gestion, de flux, d'épuration. Savoir que sur l'intercommunalité, on a largement doublé notre budget assainissement, je dirais consolidé entre toutes les communes, de façon à pouvoir apporter des réponses sur des dispositifs qui sont défaillants. Je ne suis pas là pour flécher tel ou tel collègue dont les stations ne fonctionnaient pas. Normal, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir le faire véritablement à une échelle supra, comme on va pouvoir le à l'échelle de l'intercommunalité. Mais tout ça va contribuer à trouver je dirais, une nature un peu plus propre, une nature meilleure, et quelque part, et ça j'aime bien, une biodiversité conservée, et justement un bien vivre dans ce cadre-là, du point de vue environnemental. Sur le plan environnemental, que devient le lac au Duc et ses cyanobactéries? Curieusement, depuis qu'on s'en occupe plus, on n'en parle plus, on n'en trouve plus. C'est quand même extraordinaire, ça. Mais ça, vous savez, à un moment donné, on peut très bien se retrouver avec des phénomènes de ce genre qui sont récurrents, parce que les problèmes des cyanobactéries sont liés à des multiples paramètres. Il suffit que tous les paramètres soient largement présents en termes de climatologie, de volume, d'ensoleillement, il y a différentes choses comme ça, de présence d'intrants. Et tout ça fait qu'on se retrouve avec des phases importantes en termes de développement algal dans les plans d'eau, dans quelques plans d'eau que ce soit. Le lac au Duc a été fléché parce qu'effectivement il était en ligne de mire de par ses activités notamment touristiques, et voire de consommation directe, mais ça, je dirais, en termes de faire de l'eau potable, on est capable de le faire, il suffit d'y mettre les moyens techniques, mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler, il faut essayer d'avoir justement un plan d'eau qui soit préservé. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêchera pas de nous retrouver un de ces jours devant ces confrontations. En tout cas, sur les paramètres pour lesquels on a la main, et les seuls paramètres pour lesquels on a la main, ce sont simplement, je dirais, les intrants qui peuvent y arriver. On essaie d'y travailler. C'est-à-dire que la notion de flux, tout ça, c'est aussi important. Les volumes d'eau qui arrivent, mais on voit bien, dès qu'il y a un petit peu d'eau, ça arrive en grande masse. Et on le voit d'ailleurs actuellement sur les cours d'eau qui ont très largement gonflé, et ils ont pris encore la couleur marron de terre qu'ils ont raviné. Ça, c'est pas terrible. Donc travaillons aussi, bien entendu, de concert avec les acteurs comme le SMGBO, ou des acteurs qui travaillent dans le monde agricole, mais le monde agricole en a bien conscience et travaille sur cet état aussi, pour
essayer de contribuer à limiter les intrants et on aura fait notre part sur cette contribution. Maintenant, les phénomènes climatiques, c'est à nous de savoir où on veut mettre la barre et comment est-ce qu'on peut, en agissant bien entendu sur tous les autres paramètres du PCAET.